Je vais découvrir enfin le sujet de ma vidéo. La normalisation. Mais j'ai aucune idée de ce que c'est la normalisation. Kenza, à l'aide! Ne t'inquiète surtout pas Alix, tout va très bien se passer, je vais t'expliquer ce que c'est la normalisation. Quand on fait une expérience de single cell sequencing, le problème c'est qu'on va avoir de la variabilité. Le problème c'est que cette variabilité, elle peut soit venir d'une variabilité biologique ou elle peut être due à certains biais techniques. Donc le but c'est de retirer toutes les variations techniques et conserver le plus possible la variabilité biologique. Et là, le gros problème qu'on a c'est que c'est assez dur de pouvoir différencier les biais techniques et les biais biologiques. Donc je vais donner un petit exemple de biais technique. Regarde Alix, si jamais tu avais une petite profondeur de séquençage et moi une grande, voilà à quoi on ressemblerait. Tu aurais donc beaucoup moins de poids que moi dans l'analyse. Le but de la normalisation, c'est de supprimer ce biais technique et de ne garder que la variabilité biologique. Regarde, finalement, dans la vraie vie, tu es beaucoup plus grande que moi. On peut avoir aussi des problèmes de capture d'ARN messager, il peut aussi y avoir des problèmes d'amplification, et je te passe les détails. Après, on a aussi des biais biologiques. Par exemple, certaines cellules vont avoir différents niveaux d'expression parce qu'elles vont pas être du même type et ça, c'est ce qu'on veut garder. Mais oui, mais maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. En cours, j'ai vu la log normalisation. Et les hypothèses, attends, si je me souviens bien, il faut se dire que toutes les cellules vont avoir le même niveau d'expression, donc le même nombre d'UMI. C'est un peu une hypothèse forte, puisque clairement, biologiquement parlant, toutes les cellules n'ont pas le même niveau d'expression. Si on l'applique aux données de single cell RNA-seq, on va prendre le nombre d'UMI par gène par cellule, on va le diviser par le nombre d'UMI dans une cellule, et ensuite on va le multiplier par un size factor, qui est en fait le nombre de transcrits qu'on veut dans notre cellule. Et ensuite, on va mettre un pseudo-count, parce qu'on va appliquer le log naturel, et on veut évidemment ne pas avoir des valeurs en zéro. Et pourquoi est-ce qu'on applique le log? C'est pour rapprocher des valeurs extrêmes, et du coup avoir des graphes de distribution moins étendus. C'est la log normalisation. Oui, tu n'as pas tort, la log normalisation peut être très utile pour normaliser les données et elle est pas mal utilisée. Je vais introduire un nouvel outil qui va nous être très utile, le SNR. SNR, c'est Signal to Noise Ratio. Un outil qui permet d'évaluer la dispersion des données. On le calcule en divisant la moyenne par l'écart type. Ici, on voit clairement que plus l'écart type sera petit, plus la valeur de SNR sera grande. Autrement dit, moins les données seront bruitées, plus le SNR sera élevé. Cela donne une information sur le bruitage des données. Donc là, sur ce graphique, tu peux voir en X la racine carrée de l'expression moyenne d'un gène et en Y, tu vas voir le SNR associé. Et donc, on voit qu'il y a une relation linéaire entre ces deux variables. Ça paraît être un petit peu compliqué, mais c'est très simple. Les gènes de forte intensité ont une plus haute valeur de SNR. Cela signifie que les gènes qui sont fortement exprimés sont beaucoup moins bruités que les gènes à faible intensité. Le seul problème ici, avec la log normalisation dont tu m'as parlé juste avant, Alix, c'est qu'elle ne prend pas du tout en compte les différentes intensités de gènes. Et donc le problème, c'est que pour des gènes qui ont des faibles intensités et des faibles qui ont des fortes intensités, ils vont être considérés de la même manière, alors qu'on a vu que les gènes de forte intensité sont beaucoup moins bruités. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver une normalisation qui va pouvoir attribuer un petit poids aux gènes de faible intensité et un plus gros poids pour les gènes de forte intensité. Par exemple, il y a la square root normalisation ou la normalisation racine carrée. Prenons cet exemple. On voit ici que le gène 1 est beaucoup moins exprimé dans ces deux cellules. Avec une log transformation, lorsqu'on comparera la cellule A avec la cellule B, on aura le même résultat pour les deux gènes. La transformation racine carrée permet d'attribuer un poids plus important aux mesures de plus forte intensité, qui sont censées être plus fiables. Mais je suis en train de lire un super article qui parle de SC Transform. T'en as déjà entendu parler? SC Transform, c'est une méthode très différente des précédentes. Déjà, elle ne suppose pas que les cellules du même type ont le même nombre d'UMI. Et ensuite, la façon dont elle fait la normalisation est totalement différente. Elle va modéliser l'expression des gènes un par un avec un modèle linéaire généralisé qui utilise comme fonction lien une binomiale négative, ce qui donne la formule. Et la binomiale négative va avoir comme moyenne et comme variance. On vous laisse vous arrêter sur la formule si vous en avez un. Nous, on va essayer de simplifier un peu. On peut dire que SC Transform va générer des modèles pour estimer la valeur d'UMI pour chaque gène dans chaque cellule grâce à la profondeur de séquençage. En gros, on a XI, le nombre d'UMI pour le gène dans la cellule, en fonction de la profondeur de séquençage. On va avoir 3 paramètres à estimer, β0, β1 et θ. SC Transform les estime sur les données. Sauf qu'avec ces paramètres,
paramètres, on va avoir un problème de surajustement. Qu'est-ce que c'est le surajustement ? C'est quand le modèle s'ajuste trop aux données. Ici, ça veut dire que le modèle va supprimer les variations techniques et biologiques, ce qui est clairement un problème. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? SC Transform utilise la régularisation. C'est un processus qui va ajouter une contrainte pour estimer les paramètres du modèle et qui va permettre que les gènes avec des expressions moyennes similaires aient des paramètres similaires. On a nos 3 paramètres, β1, β0, θ, qui ont été estimés sur nos données. On va ensuite les régulariser et on va les réinjecter dans notre modèle. Le modèle permet alors de prédire la quantité d'UMI par gène par cellule en gardant au maximum les variations biologiques. SC Transform va alors utiliser les résidus de Pearson de notre modèle linéaire généralisé. Alors qu'est-ce que c'est ? Les résidus, c'est la partie de la variabilité que l'on ne peut pas expliquer juste avec la profondeur de séquençage. Les résidus de Pearson en particulier, c'est une mesure de l'écart entre les valeurs observées et les valeurs prédites normalisées par l'écart-type. Ils sont souvent utilisés pour estimer la surdispersion. Si on a un résidu de Pearson positif, ça veut dire que le niveau d'expression du gène dans cette cellule est supérieur à ce qui serait attendu. En d'autres mots, ça veut dire que ce gène est potentiellement surexprimé. Les résidus de Pearson correspondent aux valeurs normalisées et vont être utilisés par SC Transform pour faire de la réduction de dimension, du clustering, de la visualisation, mais aussi pour rechercher les gènes différentiels. Bien sûr, on va choisir notre méthode de normalisation en fonction de la question biologique, de nos types de données et aussi du temps qu'on dispose. Merci de nous avoir écoutés.